man damage plan took the stage at the Alrosa Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday the 13th. Alright! Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du crime. À mes oreilles, c'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis en compagnie du très souriant Monsieur Papy Joe. Je donnerais pas de sticker à des enfants, Chris. Des idées qui écoutent genre Papy Joe il écrit un porno aussi. Comment ils peuvent écouter ça à part si papa ou maman paye pour le Patreon? L'écouter live sur Twitch. Ah, ben là, à Star là, des enfants? Hey, on sait pas. Donner des stickers. Donner des stickers. Des stickers. Comment tu vas, Papy Joe? T'as de l'air fatigué? On appelle ça, il y a une petite saison, une partie de la... Comment que je faisais? Il y a une partie de l'année où est-ce que ça s'appelle le printemps, où est-ce que les arbres, les fleurs décident d'éjaculer du pollen dans ma face. Fait que ça jamme un peu dans mon nez. Nice. C'est le fun. Toujours le fun, ça, les allergies. Ah, c'est agréable. Fait que je m'excuse d'avance si ça renifle un peu. Petite voix du nez. Ah ouais, en ce moment, ça coule dans ma gorge. Je suis nourri à morve. Ah! Papy Joe. Oui. De quoi tu nous parles cette semaine? De Hector Berlioz. Mais avant, je voulais faire une petite parenthèse. Revenir sur le passé. OK. J'aimerais qu'on... Ça sera pas très long, mais en fin de compte, notre fierté canadienne... Drake. Drake? Ah oui. Drake. Ouais, ma blonde t'a envoyé un petit update. Puis il y a différentes choses. Là. Je veux dire, premièrement, il y a sa sextape où est-ce qu'on a vu qu'il y avait un magnum dans le fond de ses culottes. Respect à ça. Le fait qu'il y a eu des coups de feu dans sa maison de bourgeois à l'autre bout de l'Ontario. Et le fait que monsieur aime peut-être les filles un peu trop jeunes pour lui, ça commence à y retomber dessus. Ouais, hein? Fait que, Kendrick, il a dit? Il a dit, puis étrangement, les gros réseaux de télévision commencent à regarder son passé. Ils ont parlé, moi évidemment, ça venait genre un peu de potins, de sites d'apotins, après ça de youtubeurs anglais qui en parlaient un petit peu, puis j'ai comme regroupé tout ça, mais là je pense qu'il y a peut-être d'enquête plus approfondie qui va ressortir de ça. On va-tu avoir une partie 2? En tout cas, peut-être Drake c'est le prochain P. Diddy. C'était ma parenthèse. C'est Netflix qui dit que sa maison s'est fait shooter à Drake. Ouais, c'est ça. Il y a eu des coups de feu. Je sais pas si c'était la maison. J'ai juste vu comme le gros titre. Fait que peut-être c'était dans la maison, peut-être sur la maison, peut-être que... Mais Kendrick, il a bien écrit, hein? Ah, j'ai pas tout écouté. Ah, c'était bon. Ah, il faudrait que je me repenche. Écoute-le au complet, je pense que tu vas l'aimer. Ah, c'est bon. C'est le fun parce qu'il s'adresse à tout le monde, à tout son entourage. Là. Ah, OK. Vraiment, Il ping pas juste une personne. Là. Ah, non, il parle de tout le monde, tu sais, puis il s'excuse à tout le monde. Puis... Ah, c'est parfait, ça. Ouais, tu liras les paroles en même temps. C'est bon. Aujourd'hui, par exemple, on va aller dans quoi de plus léger. Je sais que d'habitude, on parle peut-être des histoires un peu plus sordides, meurtres, viols, pédophilie. Mais aujourd'hui, on va juste se pencher sur le personnage qui est Hector Berlioz. Parce que c'est juste comme un peu pathétique, son affaire. Fait que je trouvais ça drôle, intéressant. Le truc pathétique te fait rire, toi. Du coup, ben ouais. Hey, la misère des autres me rend heureux. C'est pour ça que je regarde des nouvelles tous les soirs. Bon, joyeux... Mamie Pam est déçue. Gars. Allez, vas-y. Ouais, c'est ça. Fait que joyeux personnage né en 1803, plus précisément le 11 décembre à la Côte-Saint-André, décédé le 8 mars 1869 à Paris. Fait normal, à Côte-Saint-André, il y a un musée Hector Berlioz. Question d'honorer le personnage. On va commencer par son histoire un peu familiale.
Le papa d'Hector Berlioz, Louis Berlioz, est médecin. Monsieur plein de cash. Il publie des mémoires sur les maladies chroniques, les évacuations sanguines et l'acupuncture, et est à ce titre considéré comme introducteur de l'acupuncture en France. Je dis ça de même, mais l'acupuncture a déjà tué des gens. Oh! Clin d'œil, parce que pour le monde qui m'écoute, ils verront pas mon clin d'œil, fait que je vais le dire clin d'œil, mamie Pam. Il envoie son jeune fils, Hector, au séminaire à l'âge de 6 ans pour y entreprendre ses études. Il décide de se charger personnellement de son éducation à la fermeture de l'établissement en 1811. Berlioz décrit ainsi son père et l'éducation qu'il en a reçue dans ses mémoires. Je le cite. « Il est doué d'un esprit libre, c'est dire qu'il n'a aucun préjugé social, politique ou religieux. Pauvre père, avec quelle patience infatigable, avec quel soin minutieux et intelligent il a été mon maître de la langue, de la littérature, d'histoire, de géographie et même de musique. Combien une pareille tâche accomplie de la sorte prouve dans un homme de tendresse pour son fils, et qu'il y a peu de pères qui en soient capables. » Oh, tabarnak. J'aurais dû garder ça pour la fête des pères. Hein. Non, c'est la fête des mères qui arrive, ouais, c'est vrai. Le docteur Berlioz apprend à son fils à jouer du flageolet. Pour les intimes, le flageolet, c'est juste comme une grosse flûte à bec. Là. C'est un peu triste. Et à lire la musique. Il lui transmet aussi les rudiments de la flûte. D'autres flûtes que la flûte à bec. Découvrant les dons de son fils et afin de les encourager, il fait venir de Lyon en 1817 un maître de musique qui enseigne à Hector le chant et plus de trucs de flûte. Je sais pas, il aimait ça, la flûte. On dirait, hein? Il aimait ça, des affaires longues dans la bouche de son fils. En 1819, le maître de musique est remplacé par un autre qui lui apprend à jouer de la guitare. Mais le docteur refusera que son fils entreprenne l'étude du piano, de crainte qu'il ne soit entraîné trop loin et se détourne de la médecine à laquelle il le destine. Berlioz est promu... Touche à tout sauf le piano, toutes les flûtes que tu veux. Tout dans ta bouche, rien au bout de tes doigts. On dit ça de même. Berlioz est promu bachelier à Grenoble le 22 mars 1821. Son père lui donne alors des cours d'ostéologie dans l'attente de son départ pour Paris en octobre, où il doit commencer les études de médecine. Si le docteur Berlioz fut très opposé à la vocation artistique de son fils, à la fin de sa vie, il se rapprochera de lui assez sensiblement. À propos du décès de son père, Berlioz écrit « Mais à l'affection qui existe naturellement entre un père et son fils, s'était ajoutée pour nous une amitié indépendante de ce sentiment. Et plus vive peut-être, nous avions tant de conformité d'idées sur beaucoup de questions. Il était si heureux d'avoir eu tort dans ses pronostics sur mon avenir musical. À mon retour de Russie, il m'avoua que l'un de ses plus vifs désirs était de connaître mon requiem. » On va l'apprendre. Il a écrit bien des affaires cool, Berlioz. Oui, ben des affaires cool. Fait que là, tu vois la gloire qu'il offre à son père. Mm-hmm. Mais où est maman? Oh. La mère de Berlioz est rarement mentionnée dans ses mémoires. En mai 1823, le docteur Berlioz, ayant autorisé son fils Hector à retourner à Paris étudier la musique pour un certain temps, Berlioz relate l'opposition formelle de celle-ci. On va essayer de prendre une voix féminine, ça sera pas long. C'est l'heure du jeu d'acting. On prend le personnage. « Votre père, me dit-elle, en quittant le tutoiement habituel, a eu la faiblesse de consentir à votre retour à Paris. Il favorise vos extravagants et coupables projets. Je n'aurai pas, moi, un pareil reproche à me faire, et je m'oppose formellement à ce départ. Oui, je m'y oppose, et je vous conjure, Hector, de ne pas persister dans votre folie. Tenez, je me mets à vos genoux, moi, votre mère, je vous supplie, humblement d'y renoncer. » Et après un instant de silence, « Tu me refuses, malheureux. Tu as pu, sans te laisser fléchir, voir ta mère à tes pieds. Eh bien, pars, va te traîner dans les fanges de Paris, déshonorer ton nom,
nous faire mourir ton père et moi de honte et de chagrin. Je quitte la maison jusqu'à ce que tu sois sorti. Tu n'es plus mon fils. Je te maudis. Ah, t'es parfait. C'est parfait. J'étais un multitalentueux, c'est ça qui arrive. Une autre anecdote est relatée. Ma mère, qui me taquinait quelquefois au sujet de ma première passion, eut peut-être tort de me jouer alors le tour qu'on va lire. « Tiens, me dit-elle, peu de jours après mon retour de... » Ta boîte. Ça, c'était pas voulu, ça! Mamie Pam a dit qu'elle veut mourir. Ouais. C'est non, ça. Il y a des lignes que tu peux appeler pour t'aider. Tiens, me dit-elle, peu de jours après mon retour de Rome, voilà une lettre qu'on m'a chargé de faire tenir à une dame qui doit passer ici pour tout à l'heure dans la diligence de Vienne. Va au bureau du courtier pendant qu'on chargera les chevaux. Tu demanderas Madame F et tu lui remettras la lettre. Regarde bien cette dame. Je parie que tu la reconnaîtras, quoique tu ne l'aies pas vue depuis 17 ans. Je vais sans me douter de ce que cela voulait dire. À la station de la diligence, à son arrivée, je m'approche, la lettre à la main, demandant Madame F. « C'est moi, monsieur, me dit une voix. C'est elle, me dit d'un coup sourd qui retentit dans ma poitrine. Estelle, encore belle. Estelle. Oh, elle prit ma lettre. Me reconnut-on? Je rentrais tout vibrant de la commotion. Là, je peux prendre la voix. Allons, me dit ma mère en m'examinant. Je vois que Némorin n'a point oublié son Estelle, méchante mère qui était son premier amour. Oh. Hein? La mère. On pique où est-ce que ça fait mal. Son décès le 18 février 1838 est seulement mentionné à l'occasion de celui de son époux. Je reçus la nouvelle de la mort de mon père. J'avais perdu ma mère 10 ans auparavant et cette éternelle séparation m'avait été cruelle. Évidemment, il n'était pas enfant unique. Il est l'aîné d'une famille de 6 et le seul survivant à long terme. Le plus cocasse, Prosper, né le 26 juin 1820. Je répète, Prosper, c'est le nom de son frère. Mm-hmm. Ce dernier le rejoint à Paris en octobre 1838. C'est plate, il n'a pas duré longtemps. Non, ça n'a pas été très prospère, son affaire. Pour y faire ses études, il meurt à 18 ans, le 15 janvier 1839. Sa mort serait le résultat de l'exaltation éprouvée en assistant à Benvenuto Cellini, l'opéra écrite de son frère Hector. Hein? Quand ton frère meurt par extase. Et tabarnak, hein? Mais c'était... J'arrive à ça aussi, à ce petit détail-là important, mais... Par extase, mais trop c'était probablement dû à une fièvre typhoïde qui courait dans le coin à Paris ces temps-là, tu sais. C'était pas super propre, puis fait cocasse pour pogner la fièvre typhoïde, faut mettre du caca dans sa bouche. Fait que c'est juste que le monde n'était pas propre à Paris. Puis selon moi, pas encore aujourd'hui, mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, il vole des sacoches. Berlioz a peut-être exagéré un peu tout dans ses mémoires. Ce qui suit est justement un amalgame de différents faits. Il y avait plusieurs contradictions dans mes recherches, mais j'ai essayé de garder ça le plus fidèle possible. Il fut un grand compositeur et également un grand chef d'orchestre, ce qui est vrai. Ce qui amène les auditeurs ici, c'est le croustillant. Fait que là, on tombe dans qu'est-ce que vous voulez. Pas évidemment au niveau de Mamie Pam, parce que, tu sais, il y a personne qui meurt. Hein? Alors, allons-y. Elle va retourner voir ses plantes. Ouais, ça, elle aime ça les regarder. Elle va se venger sur ses plantes. Elle aime ça les regarder mourir. Mi-vingtaine, habitant à Paris, Berlioz va voir une pièce de Shakespeare, Hamlet. Bien qu'il ne comprit pas un mot de l'anglais, boum, sur la scène, une jolie demoiselle apparaît, l'actrice irlandaise Harriet Smithson. Elle jouait le rôle d'Ophélie. À la fin du spectacle,
Il est désespérément épris d'Harriet et erre toute la nuit en proie à une frustration. Il la désire. Que dis-je, il en est amoureux. Il ramasse ses renseignements et trouve le nécessaire pour la contacter. Il lui envoie des lettres. Chaque enveloppe qu'il envoie est une affirmation de ses sentiments envers cette douce. Avec tristesse, il ne reçoit aucun retour de ses missives. Oh, pauvre lui. Mais hey, il ne se décourage pas. Non? C'est elle qu'il veut. Oh! Et quand tu veux impressionner le sexe opposé et que tu es compositeur, tu y vas dans le plus simple possible de tes capacités. T'écris une symphonie. Il composait une symphonie à son honneur. Bon, évidemment, peut-être que l'amour mélangé avec beaucoup d'opium, ça l'a aidé à composer ça. Malgré tout ça, Harriet ne donna jamais signe de vie. Elle ne se pointa même pas à la première. Triste et perdue, l'espoir l'avait quitté. Il n'avait plus confiance en son destin, mais le destin avait confiance en lui. Là, c'est comme la petite musique de joie de vivre. Là. Virement, il rencontra Marie-Félicité Denise, une pianiste belge. Il retravailla la symphonie pour la faire à son nom. Fuck l'autre greluche. Mais... C'est les players des années. Là, les années 1800. Hein? Marie-Félicité Denise ne resta pas insensible à cet honneur. Les deux se mirent en couple. Oh! Quand Hector se fiança, il reçut une invitation de Rome. La capitale de la chrétienté l'invitait à venir étudier la musique. Il aurait été fou de refuser. Il embrassa sa douce moitié et quitta Paris. Et évidemment, tout le monde sait que les relations à longue distance, c'est fait pour durer longtemps. Oh yeah! Oh yeah! Là, ça commence. Là, ça commence. Là, la machine est partie. Là. Le compositeur arrive à Rome au début du mois de mars 1831. N'ayant jamais quitté auparavant le territoire français, le jeune compositeur est déboussolé par cet environnement. Il espère retrouver à son arrivée une correspondance de sa douce, mais aucune note nette n'est là pour l'accueillir. Après 3 semaines de silence de la Marie, Berlioz devient inquiet et incapable de résister au désir de connaître la cause de ce silence. Il décide de rentrer à la maison. Surprise, motherfucker! Oh, calme-toi, on n'est pas encore rendu là. Oublie pas, on est en 1830 cuc, là. Le voyagement se fait pas comme ça, là. Je sais. Ben, elle sait pas pareil. Elle sait pas pareil. Il décide de rentrer à la maison. Horace Vernet, directeur de l'Académie française à Rome, le persuade de rester car s'il quitte l'Italie, le directeur sera obligé de rayer le compositeur de la liste des résidents et il perdra sa chambre. Aveuglé par la passion, Berlioz s'obstine néanmoins à abandonner sa résidence afin de calmer ses craintes amoureuses. Ça bouille en son cœur. La tristesse est présente. Au retour de passage à Florence, une inflammation des amygdales l'oblige Berlioz à se reposer pendant 8 jours. Il reçoit alors une longue lettre de sa belle-mère qu'il surnomme affectueusement l'hippopotame. C'est vrai. C'est l'amour, ça. C'est l'amour. Cette lettre lui annonce la rupture de ses fiançailles avec Marie-Félicité Denise. Cette dernière va finalement épouser un riche et célèbre facteur de piano, un Camille Pleyel. Là, j'ai pas trouvé, par exemple, c'était quoi un facteur de piano. Mais j'ai juste trouvé qu'en fin de compte, c'était juste un très bon pianiste de son époque, puis qui était vraiment plein de cash. Évidemment, hein? Mais plus intéressant. Money, money, bitches! Le chagrin de Hector cède rapidement à la colère. Et celui-ci est emporté par une soif de vengeance meurtrière. Oh! Il compose une autre symphonie! Attention, qu'il détaille dans ses mémoires. 2 larmes de rage jaillirent de mes yeux, et mon parti fut pris instantanément. Il s'agissait de voler à Paris, où j'avais à tuer sans rémission 2 femmes coupables et 1 innocent. Quant à me tuer, moi, après ce beau coup, c'était de rigueur.
On le pense bien, le plan de l'expédition fut conçu en quelques minutes. On devait à Paris redouter mon retour. On me connaissait. Je résolus de ne m'y présenter qu'avec de grandes précautions et sous un déguisement. Son plan, digne d'un roman policier, sera méticuleusement préparé. Berlioz possède déjà l'arme du crime, une paire de revolvers. Il prend également avec lui plusieurs fioles de strychnine. Strychnine, je sais pas comment le prononcer. C'est comment tu prononces ça? Là. Strychnine? Strychnine? C'est en français. Strychnine? C'est pas allemand. Ouais. Strychnine? Ouais. Puis, facteur de piano, Ouais. là, Silly nous dit que c'est comme un luthier de guitare. Fait qu'il les accorde, il les répare, les pianos. Puis Ah, ok. tout ça. Il travaille là-dedans. C'est bon. La strychnine, c'est une sorte de poison à grosse vermine. Puis quand je dis grosse vermine, je parle pas de toi, Alex, je parle des moufettes. Pas dans le chien aussi. Je parle de moufettes, corbeaux, blaireaux, opossums. Ok. Pour être des temps modernes, les opossums. Il y en a plein à Chambly, ça a l'air. J'en ai croisé une pas loin de chez nous. Une, je pense pas que c'était une femelle, mais un opossum. Il traversait la rue pas loin de chez nous. J'étais comme, oh, je veux l'attraper. Je veux le prendre dans mes bras. Faut pas les tuer, ils sont super gentils. Gentil, je suis pas sûr, là, mais quand ils te regardent, ils sont comme, non, c'est pas. Ils ont peur. Ils ont peur. Mais c'est super bon là, pour l'environnement. Là. Qu'est-ce qui s'occupe de ramasser? Là? Ouais, les tiques, c'est ça. Mais en fin de compte, tu sais pourquoi qu'on en voit de plus en plus? Pour la seule et unique raison, c'est qu'il n'y a plus vraiment de gros gel parce que les opossums, si leurs oreilles gèlent, ils meurent. Ah, je savais pas ça. Fait que réchauffement climatique, ça existe pas. Non. Voilà, fait que- Prévention! fait que tout ce beau poison-là, c'était pour se donner la mort. OK. Il voulait se tuer. Ben, après avoir fait ça. Ouais. Au cas où ces pistolets subiraient une défaillance soudaine. Parce que, tu sais, je veux dire, si t'es pas capable de te gonner avec tes pistolets, ben, tu prends du poison. Quant au déguisement, il est nécessaire de trouver un moyen de passer totalement inaperçu. Doté d'un fort sens du drame et sûrement de quelques pipées d'opium, Berlioz décide de se faire passer pour une femme. Une femme de chambre. Une maiden avec 2 guns. Bang, bang! Alors, il prend la diligence, direction Genèse. Mais arrivé à Genèse, non, pas Genèse, Gênes. Gênes. Ouais, c'est vraiment Gênes. OK. L'apprenti assassin découvre que son costume de femme de chambre a disparu, ainsi que ses fusils et le poison. Sûrement oublié à Pietrasanta lors du changement de voiture entre Florence et Gênes. Après avoir fait le tour de la ville pour essayer de trouver d'autres solutions, des idées suicidaires l'envahissent soudainement et il se jette dans le port de Gênes. That's it. Non, il est pas mort. Mais c'est juste comme... C'est drôle, là. Je suis comme, je suis pas capable. On va me suicider. Mais Ah, c'est triste en même temps. c'est ça que je te dis, c'est pas... Il n'y a pas de meurtre, mais... Des passants, le voyant tomber dans l'eau, vont le secourir. Ils pensaient que c'était un accident. Alors, il survit et tout va bien. Excepté... Ben oui, c'est parce que quand tu te manques, ça a l'air que tu trouves toute solution à tous tes problèmes. Ben, en tout cas, de retour à Paris, il est déprimé encore plus. Il se met à fumer plus d'opium. Ça l'aide, là. J'ai jamais fumé d'opium, mais je suis pas mal sûr que ça l'aide. Ce qui lui permet enfin de finaliser sa symphonie, sa plus belle création à ce jour. Et j'ai oublié des virgules là. Ce jour-là naît Symphonie Fantastique, soit une des plus grandes œuvres symphoniques jamais créées. La symphonie atteignit la première place au iTunes Music en janvier 1831. Au iTunes Music. Ouais! Dans les charts, là, ça l'a atteint, c'était magique! En quelle année? 1831. iTunes Music. 1831. Mais iTunes était... tu sais, c'était là, là. Tabarnak. C'est bon? Celui qui n'aime pas les podcasts de True Crime qu'on rit, ça sera pas un bon épisode aujourd'hui. Je pense. En même temps, il n'y a pas eu de crime, fait que fuck them aussi.
Il a eu tout sauf un crime! Attends une minute. Il a essayé de tuer sa belle-mère, son ex, le mari de son ex. Fail total. Après ça, dépressif, j'ai essayé de me suicider. Fail aussi. Mais c'est pas fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Ça reste pas long, c'est pas fini. La symphonie. À la première représentation de cette symphonie, Harriet. Est-ce que tu te rappelles c'est qui Harriet? Non. Je suis en train de me remettre encore. Harriet, c'est l'actrice irlandaise qui a vu pendant le Hamlet. Oui. Ben, Finalement, ça a marché. Harriet se pointait à la symphonie et réalisa que Berlioz était un génie. Elle lui écrivit une lettre d'excuse. Elle s'excusait de l'avoir ghosté. Après son cellulaire, elle a réécrit, genre, elle répondait à son message qui depuis genre 6 ans, là, qu'elle n'a pas répondu, puis elle a fait comme je l'avais pas vu, j'avais oublié mon cellulaire sur le bord du bain pendant que je me lavais. Là, puis... Le pigeon s'est perdu. C'est exactement, le pigeon voyageur s'est perdu. Et elle déclara son amour à Hector. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? T'en retombes en amour. Berlioz déclara lui aussi son amour à Harriet. Hey, 1 an plus tard, ils se marièrent, ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants. Combien? Non, c'est pas vrai. Je t'ai menti. Ils divorcèrent quelques années plus tard car monsieur aimait fricoter avec la bonne. Oh, c'est un infidèle. Fait que tout ça pour aller rechercher. Quand même, il se maria avec la bonne et là, ils vécurent heureux. Il y a eu quelques enfants que j'ai pas checké combien, mais qu'est-ce qui me ferait pour vraiment bien finaliser ça, c'est que à sa mort, il fut enterré avec Harriet et sa bonne. Avec les deux. Avec les deux. Mais là, c'est ça, comme... Tu sais, il y a certaines affaires qui se contredisaient, mais techniquement, quand il a commencé à fricoter avec la bonne, Harriet était malade. OK. Fait que... Et quand les femmes sont malades, les gars décalissent, c'est normal. Là. Ben, c'est ça que je me dis, là. Les femmes, eux autres, ils restent s'occuper de leur mari, mais les maris, fuck you. Hein. C'est ça, il faut les priorités. Les priorités. C'est ça. Mais puis d'autres disent que c'était vraiment comme assez séparé, elle est décédée. Puis après ça, genre, quand la bonne est décédée, elle a été enterrée à côté d'Harriet. Pour après ça, lui a été enterré, là. Mais c'est juste comme... Tu sais, il y a certaines affaires comme la consommation d'opium. Certaines personnes disent... Certains historiens ou personnes, whatever, disent qu'il n'en a pas consommé tant que ça, tandis que d'autres disent qu'il en a consommé énormément. Ouais, évidemment, lui, dans ses mémoires, il dit qu'il a été propre tout le long de sa vie. c'est ça. Puis comme je dis, ses mémoires... Clean. Cling. Puis tu sais, je veux dire, dans ses mémoires... c'est lui qui paraît le bon monsieur, là. Mm-hmm. Tu sais, oui, il parle de sa tentative d'assassinat qui a comme été comme qui a chié, mais la façon qu'il lui l'explique, ça paraît pas C'est aussi... lui la victime. Dans pas, tout ça. Ben, pas à ce point-là, mais que ça paraît moins pire que genre juste, hey, je vais me déguiser en bonne, il y a juste que, il fallait un déguisement. Mais il en parle pas vraiment, genre. OK, ouais. Fait que, désolé encore aux gens qui voulaient vraiment du meurtre, mais moi, je trouvais ça vraiment trop drôle pour comme... pas en parler, là. Puis quand même, j'ai écouté la symphonie fantastique, puis c'est vraiment bon comme symphonie, là. Je connaissais pas vraiment le nom de la symphonie avant de tomber sur eux personnages, là. Bon. Et merci, Papy Joe. C'était un bon épisode, c'est drôle. Ouais, des fois, hein. Il y a déjà assez de scabreux qui sort en ce moment, là. Il y a assez de scabreux qui sort en ce moment. Ouais. Bon, ben, Papy Joe. Ouais. Où est-ce qu'on peut nous suivre? Vous pouvez nous suivre sur dubruitamesoreilles.com, dubruitamesoreilles.ca. Évidemment, on a le Discord, on a le Patreon, on a Instagram. Moi, je suis pas très actif, mais il y a plein d'autres gens plus actifs que moi. Ouais, du bruit mes oreilles, on est quand même actif. Ouais. Le Discord. On a quoi, là? On est rendu avec plein de shows, là, avec nous autres, là. Qu'est-ce que tu peux écouter sur du bruit mes oreilles?
Tabarnak, même toi, on en a trop, tu le sais pas. Il y a du bruit à mes Non, oreilles. c'est ça. J'ai comme, oh my Du bruit à god. mes oreilles, du crime à mes oreilles. On a notre petit nouveau qui est là toutes les semaines, le Alien Punk Show. Oui. On a le Punk Latte podcast qui est. On devait avoir un épisode. Finalement, Max a oublié d'appuyer sur enregistrer. Fait qu'on n'a pas eu d'épisode. Tu me niaises? Non. C'est des choses qui arrivent. Ouais, Je te fais un câlin à distance. c'est des choses qui arrivent, c'est plate. En plus, c'était cool, c'était dans le cadre de Flash Day au Poudza, puis tout ça. Là, c'était un bel Just too événement. bad. Mais ouais, c'est des choses qui arrivent. Sinon, il y a aussi le podcast des playlists, en parlant du Poudza, le podcast des playlists, la gang des Saint Catharines qui font des reviews de playlists, puis qui s'ostinent sur des chansons Hey, entre je eux suis plus autres. capable de suivre, il y a trop de choses. Yes. Fait que c'est ça. Puis là, on s'en va faire quoi, Papy Joe? Parce que je tiens à mes fans, puis je tiens à leur rendre un service, des moments plaisants. On va aller. Ceux-là sur Patreon, puis tout ça, on s'en va enregistrer, quoi, là? Papy Joe écrit un porno. Yes, sir, spécial Patreon! Ouais! À tout de suite, tout le monde! Pendant que je tousse.